Comment bien acheter sa voiture? Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le showroom de Conseil Sport Automobile où nous avons reçu une sélection de voitures extraordinaire, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais le sujet du jour, c'est comment bien acheter sa voiture d'occasion. Une fois que vous aurez épluché, exploré les incontournables que sont Le Bon Coin et la Centrale, vous allez forcément mettre quelques véhicules de côté qui vous auront tapé dans l'œil. Et c'est là que le travail commence. Il y a pas mal de choses que vous pouvez dégrossir, des questions, des interrogations auxquelles vous pouvez répondre depuis votre canapé. Dans ce processus d'achat, il va falloir aussi prendre en compte que vous n'allez pas seulement acheter une voiture, mais vous allez aussi devoir acheter un vendeur. C'est-à-dire établir une relation, que ce soit avec un particulier ou un professionnel, de confiance, de préférence, pour pouvoir faire l'acquisition de votre futur bien. Vous pouvez échanger par email avec celui-ci. Le mieux, je pense pour moi, étant l'appel téléphonique. Ça va vous permettre également, en plus d'apporter des réponses à vos interrogations, d'établir un lien avec ce vendeur et de sonder si, selon vous, le lien de confiance se crée. Alors, concernant les vérifications, qu'on va dire administratives, il y a plusieurs choses qu'on va vérifier à distance avant d'envisager d'aller voir le véhicule. Nombre de propriétaires, l'historique d'entretien, est-ce qu'il est entretenu chez le concessionnaire de la marque ou chez un spécialiste ou autre d'ailleurs, est-ce que la voiture est accidentée, ne l'est pas. Toutes ces informations, vous allez pouvoir les collecter directement depuis chez vous. Comme je vous disais, le mieux, c'est l'entretien téléphonique. Il y a pas mal de vendeurs qui vous proposeront même de faire une visio de la voiture pour vous-même constater les documents et les éléments que vous demandez. On va commencer par quelque chose qui est assez simple, mais qui est quand même assez évident, que nous-mêmes on applique dans notre procédé, c'est les vérifications qui sont liées au numéro de châssis du véhicule. Donc ce numéro de châssis qui peut être soit demandé directement au vendeur, ou alors si jamais il vous a communiqué une copie du titre d'immatriculation de la voiture, va vous permettre, dans un premier temps, de vérifier, selon les marques du véhicule, la configuration de la voiture, mais également les entretiens et éventuellement si l'auto a été accidentée. Ça de plusieurs manières, directement auprès du constructeur, c'est-à-dire auprès d'un concessionnaire local. C'est pas forcément évident quand on est particulier, puisqu'effectivement ces informations sont censées être confidentielles et ne sont pas forcément communiquées. Il est possible que vous rencontriez des difficultés. On a moins de soucis de ce côté-là, de par nos relations, du fait qu'on travaille avec les concessionnaires pour l'entretien de nos véhicules. Donc effectivement, nous on a un accès à l'information qui est un peu plus facile. Ça c'est le premier point. Également, il y a pas mal de plateformes en ligne que vous devez certainement connaître, Car Vertical, Vininfo, Carfax et j'en passe, qui permettent de vérifier, outre également l'Histovec, qui est quelque chose d'officiel du gouvernement, mais ce n'est valable que pour les véhicules qui sont du moins en papier français, et ça ne concernera que la période du véhicule sur le territoire français. Donc comme je disais, tous ces biais, toutes ces plateformes qui vous permettent de vérifier si oui ou non il y a eu des incidents. Alors ce n'est pas seulement, comment dirais-je, des choses qui sont liées à l'accident, on peut retrouver plein d'informations sur ces plateformes, notamment Vininfo, Car Vertical, qui vont vous donner, donc effectivement, si c'est enregistré et que ça a été fait dans le réseau d'une assurance ou du constructeur, ou du moins que le sinistre est officiel, ça va vous communiquer la date, le kilométrage à laquelle il y a eu le sinistre, mais ça peut vous donner d'autres informations, type l'entretien, les différentes mises en vente de la voiture, si ça a été sur des plateformes ou du moins des réseaux publics, éventuellement des photos du véhicule. On peut également identifier quelques mouvements, changement de propriétaire, si le véhicule est passé d'un pays à un autre. Voilà, glaner plein d'informations de ce type. N'hésitez pas, alors ça coûte un peu d'argent, parce que forcément ces rapports, à part l'Histovec, sont payants, n'hésitez pas à faire des recherches sur plusieurs sites différents, parce que les bases de données ne sont pas les mêmes et vous allez pouvoir avoir des informations différentes d'un côté ou de l'autre. Ajoutez, si vous y arrivez, comme je le disais plus tôt, aux démarches des concessionnaires qui, eux, peuvent avoir accès donc aux historiques d'entretien. Pas le cas de toutes les marques, mais on arrive quand même à trouver une piste. Ont également, je peux prendre l'exemple de Porsche, accès, pour ce qui est des sinistres officiels et déclarés, à une base de données accidentelle de la voiture. Chez Porsche, c'est très simple, il y a ce qu'on appelle des marques de blocage qui vont de l'accident à la simple modification sur le véhicule. Donc voilà, une auto qui est passée dans un centre Porsche, qui aurait eu une reprogrammation du calculateur moteur, un système d'échappement ou quelque chose, normalement, la règle veut qu'on applique une marque de blocage type T, dit tuning. Donc ça, c'est pour les modifications, mais également pour les accidents, une marque de blocage pour véhicules gravement accidentés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le seuil est quand même, entre guillemets, assez bas chez Porsche, puisqu'on parle de 20 000 €. Correspondrait à un choc en circulation, embouteillage face avant, qui n'est pas forcément grave, ce qui veut dire que le châssis de la voiture n'est pas forcément touché, mais voilà, en tout cas, ces informations, quand elles sont disponibles et que le véhicule a été réparé dans le réseau, on peut l'avoir auprès du concessionnaire. J'ai pris l'exemple de Porsche, mais il faut savoir c'est que chaque constructeur a ses spécificités, et on vous fera une série de vidéos d'ailleurs dédiées à chaque marque pour les processus d'achat des voitures. Avoir accès à la carte grise de la voiture va vous donner d'autres informations que le numéro de châssis, et des informations précieuses puisque notamment vous allez pouvoir vérifier le fameux statut de première main d'une voiture. Quand un vendeur vous annonce que la voiture est de première main, il y a deux choses à vérifier, assez simple sur le titre d'immatriculation. Alors je vais prendre l'exemple d'une carte grise française. Sur la carte grise française, vous allez retrouver deux types de dates. Alors tout en haut, c'est la date d'immatriculation de la voiture. Et ben c'est très simple. Plus bas, vous allez avoir ici, donc sur la partie inférieure de la carte grise, la date d'édition du document
document, donc c'est-à-dire la date à laquelle a été éditée la carte grise. Et logiquement, à part s'il y a eu une perte du titre, mais dans ce cas-là, ça peut être justifié par le propriétaire, la date d'édition du document doit correspondre avec la date de première mise en circulation de la voiture. Les seules exceptions, je disais, c'est la perte du document dans ce cas-là, et c'est un duplicata de carte grise, c'est également mentionné. On va avoir également le cas des véhicules de démonstration qui sont pré-immatriculés dans les concessions pendant 1 à 6 mois, avant de passer au propriétaire particulier qui, lui, la récupère avec 0 km. Encore une fois, le propriétaire doit être capable de le justifier par la facture d'achat ou le bon de commande de la voiture. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une carte grise française, mais il faut savoir que sur le marché, il n'y a pas que des véhicules français, ou du moins d'origine française, ou qui ont déjà le titre de propriété. C'est également notre cas, hein. On propose des véhicules d'importation disponibles en stock, mais qui ne sont pas encore immatriculés sur le territoire français. Faut pas hésiter à demander aux vendeurs, alors dans ce cas-ci, il sera très souvent professionnel, qu'un particulier a l'obligation, s'il a lui-même fait l'acquisition d'un véhicule à l'étranger, de l'immatriculer. Donc il doit vous le vendre avec une carte grise française de plus de 3 mois pour garantir l'édition d'un non-gage. Mais dans le cas d'un vendeur professionnel, on le fait. N'hésitez pas à demander, dans le cadre justement d'une première main annoncée, à visualiser les documents d'immatriculation étrangers de la voiture. Alors là, je vais prendre l'exemple d'une carte grise allemande. Les cartes grises allemandes, elles sont en 2 volets, à savoir un petit format, alors ici c'est une copie, hein, mais recto verso qui sera de cette taille-ci, et un document titre de propriété format A4 qui change à chaque changement de propriétaire. On va pouvoir avoir 2 informations, donc on va vérifier le statut de première main de la voiture, ce qui est le cas de celle-ci, hein. Donc je prends l'exemple de l'Aston Martin TBS volante Orange Cosmos qu'on avait, donc une voiture qui est censée être de première main. Donc on vérifie la date de mise en circulation qui sur les cartes grises allemandes se trouve ici, 30 avril 2020, et la date d'édition du document, 30 avril 2020, et on doit retrouver également un matching entre les propriétaires. Donc là ici on a le nom du propriétaire sur le titre de propriété et le nom du propriétaire sur le premier titre d'immatriculation, qui lui également, à moins qu'il soit réédité, mais c'est pareil, vous avez une date d'édition du document, ne doit pas changer, le titre de propriété doit changer. C'est pareil sur les cartes grises italiennes, on a 2 papiers. Également, alors ça nous c'est une vérification qu'on fait nous, parce qu'effectivement notre responsabilité est engagée, vous c'est moins le problème, mais sur les véhicules étranger, lorsqu'un véhicule vous est proposé et que la carte grise, c'est le cas de celle-ci, et c'est encore plus spécifique sur les véhicules allemands, fait mention d'un professionnel, alors pas professionnel de l'auto, mais ça peut être, dans ce cas-ci, c'est une profession libérale, type notaire ou autre, doit justifier, du moins le vendeur doit justifier du statut fiscal de la voiture. Cette voiture-ci, achetée au premier propriétaire dit professionnel, dans ce cas-ci c'est une profession libérale, doit présenter un véhicule avec une TVA apparente. Encore une fois, bon là je le mentionne parce que j'ai le cas sous les yeux, vous ne serez pas inquiété par ce problème-là puisque c'est votre vendeur qui sera responsable en cas de problème, pas vous. Mais c'est quand même bien de le vérifier. C'est-à-dire qu'un véhicule de première main est proposé sans TVA récupérable avec un papier, du moins une carte grise comme celle-ci, il y a un problème. Là j'en ai terminé avec la carte grise. S'agissant des entretiens que vous avez essayé de vérifier avec le numéro de châssis, il faut quand même demander à votre vendeur qui vous communique le carnet d'entretien physique ou électronique du véhicule. Oui, physique et électronique parce que en fonction des marques, il y a différents types de carnets et en fonction des époques également. Aujourd'hui, on va reprendre toujours l'exemple de Porsche, on a des carnets papier sur toutes les voitures à moins que le véhicule ait une configuration de carnet électronique. C'est mentionné dans les codes options de la voiture et dans la fiche d'options si vous avez réussi à la récupérer auprès de chez Porsche, mais en tout cas avec la fiche d'identification du constructeur. Si vous n'arrivez pas à la voir vous-même, vous pouvez la demander au vendeur, c'est notre cas, on les a sur toutes les voitures, indique que le véhicule a un carnet électronique. Sinon, elle a systématiquement un carnet papier. Je vais prendre l'exemple des Audi, on a un carnet électronique qui apparaît à partir de génération 2013, pas sur toutes les voitures. C'est pour ça qu'il faut bien demander au vendeur de vous communiquer le carnet d'entretien et de vous préciser si celui-ci est papier ou électronique. Attention à toujours vérifier les informations, un carnet d'entretien perdu volontairement ou involontairement est très souvent justifié par la présence d'un carnet électronique qui en réalité n'existe pas. Toutes ces informations collectées grâce aux premières informations qui vous sont communiquées par le vendeur de la voiture vont participer, comme je le disais au tout début, à une chose, c'est à établir la confiance avec votre vendeur, soit particulier ou professionnel. L'avantage qu'on a avec un vendeur professionnel, c'est que celui-ci très souvent a pignon sur rue, d'ailleurs prioriser ce type de vendeur, et vous avez accès à l'information assez facilement sur internet. Vous pouvez vérifier la notoriété et l'historique global de la structure depuis chez vous également. Ces échanges d'informations par mail, mais comme je le disais plus tôt, je pense qu'il faut quand même préférer le téléphone qui vous permettra de vous faire un avis supplémentaire sur votre interlocuteur, vont permettre de nouer le lien et la confiance et potentiellement envisager de passer le pas et de passer à l'achat. Aujourd'hui, il est très commun d'acheter les voitures à distance sans venir les voir et venir directement les récupérer. Chez nous, c'est le cas de 9 ventes sur 10. Maintenant, il y a certaines personnes qui n'y arrivent pas. Dans ce cas-ci, il ne faut pas se faire violence. Il faut un visuel, du moins, il faut venir voir la voiture. Deux solutions.
soit vous voulez le faire vous-même. Dans ce cas-là, effectivement, c'est une solution souvent la meilleure, hein, puisque ça va permettre définitivement de rencontrer le vendeur, de lui serrer la main, de discuter directement avec lui et de voir le produit pour lequel vous avez échangé. Vous pouvez également, si vous ne pouvez pas vous déplacer ou ne le voulez pas, faire appel à un expert automobile. Et c'est d'ailleurs mon conseil, on le fait très régulièrement ici. Un expert automobile, c'est l'outil ultime qui vous permettra, pour 200 €, d'avoir un rapport complet de la voiture, une impartialité totale et surtout un œil neutre sur la voiture, sur les potentiels défauts que vous pourriez dire c'est pas très grave, etc., etc. Car vous désirez tellement la voiture qu'au final vous serez prêt à faire la passe sur quelque chose qui est important. Et évidemment, vous pourrez vous aussi faire une vérification sans l'aide d'un expert, si vous avez un petit peu l'habitude, etc. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous donner quelques petits tips qui vous permettront de vérifier l'état global d'une voiture et surtout de voir si son état est cohérent avec son kilométrage. Lors du contrôle visuel de la voiture, la première chose que vous avez à regarder, c'est évidemment la carrosserie et sa peinture. Lorsque vous regardez une peinture, vérifiez bien que tout soit homogène, qu'il n'y ait pas tout simplement de peau d'orange plus sur une aile que sur par exemple le capot moteur, etc. Une différence de vernis, une différence de tendu indique déjà une aile ou un capot ou autre chose repeint. Ensuite, vérifions les alignements. Vous passez le doigt sur les arêtes. Ça vous permettra tout de suite de sentir un potentiel décalage, ce qui pourra aussi potentiellement vous avertir d'un élément changé et surtout mal ajusté. On va maintenant vérifier l'épaisseur de cette peinture. Grâce à ce petit instrument qui ne prend pas de place, qui est tout simplement un testeur de peinture, à n'utiliser que sur une carrosserie en aluminium ou en acier. Sur une GT3 RS, vous le savez, vous avez le capot et les ailes en carbone. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il existe des appareils comme ça qui peuvent faire l'épaisseur de peinture sur du carbone, etc. Mais je crois que l'appareil coûte 15 000 €. Là-dessus, on est un peu moins cher, on a une petite centaine d'euros. Vérifions la peinture maintenant de cette portière de GT3 RS. Une peinture, en moyenne à peu près, on est sur du 130, 140, 150 microns, c'est la norme. Ça peut être moins, ça peut être plus, mais pas bien plus. Sur la porte de la GT3 RS, on est ici à 127 microns. On est parfaitement dans les normes, puisqu'on est sur une peinture ici qui est non métallisée, donc il n'y a pas trop d'épaisseur, on n'est pas sur du nacré non plus. Bref, c'est une voiture qui a une peinture dite normale. Lorsqu'on va aller sur des peintures métallisées, on va essayer, tiens, sur l'Audi R8 par exemple, on aura techniquement un petit peu plus d'épaisseur. 178, on est ici sur une peinture Audi exclusive et comme je vous l'ai dit, cette peinture est pailletée, elle a 2 couches de vernis, c'est pour ça que c'est un petit peu plus épais. N'hésitez donc pas à vous munir d'un appareil, demander à un ami potentiellement qui l'a ou même carrément vous à l'acheter, ça vous permettra d'identifier les zones repeintes sur la voiture. Soyez aussi attentifs maintenant aux consommables d'une voiture, passant par les pneus et les freins. Pour ça, rien de très bien compliqué encore une fois. Regardez évidemment le pneu dans son état global, regardez son épaisseur sur l'intérieur et sur l'extérieur. N'hésitez pas à passer la main et surtout à vous pencher aussi. Allez regarder pour sentir le témoin et voir si le pneu est en bon état ou non. Sur ces pneus, encore une fois, vérifiez l'homologation par rapport aux préconisations constructeurs. Chez Audi, par exemple, on est ici sur du Michelin Pilot Sport Cup 2. C'est une montre qui est homologuée pour les R8. Et enfin, dernière vérification sur le pneu, le DOT, ce qui vous permettra d'avoir la date de fabrication du pneu, donc son âge et potentiellement sur une voiture très peu kilométrée, une voiture récente, vous pourrez savoir s'il y a eu un changement de pneu ou si l'on est encore sur la montre d'origine. Ensuite, le deuxième consommable hyper important à vérifier, le freinage. On est ici sur un freinage carbone céramique sur cette R8 Spider. Il est très facile sur un disque céramique, quoique certains disent que non, à vérifier leur état. Regardez bien le disque. S'il est bien lisse, c'est que le disque est en excellent état. Si vous commencez à voir apparaître des cratères, des creux, si vous commencez à avoir des paillettes qui commencent à s'enlever, c'est que là, le disque commence à être en fin de vie. On estime à peu près la vie d'un disque céramique à 100 000 km. Ça, c'est une moyenne si l'utilisation a été plutôt respectée. Et ensuite, évidemment, les plaquettes. L'appareil, c'est très facile à vérifier. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil. Regardez l'épaisseur. En moyenne, s'il commence à vous rester 2 mm, pensez à les changer. On quitte maintenant le monde merveilleux du freinage carbone céramique pour vous montrer, vous présenter une petite nouveauté au showroom, une Porsche 911 992 Carrera 4S cabriolet, noir intense, intérieur rouge, d'un goût exquis, et qui celle-ci est équipée du freinage acier. 6 pistons à l'avant, on a des beaux disques en acier, et là la vérification est un petit peu plus simple encore que sur le céramique.
vous mettez juste le doigt en fait sur le bord du disque. Si vous en sentez une lèvre, si vous sentez un petit décroché, c'est que le disque a bien vécu, il est temps de l'échanger. Et pour la vérification des plaquettes, par contre, c'est comme sur le céramique, vous regardez, s'il reste 2 mm, c'est qu'il va falloir aussi penser à l'échanger. Maintenant que la vérification extérieure est faite, on va pouvoir plonger dans l'habitacle et on va prendre comme exemple cette somptueuse 997 Phase 2 Carrera S, voiture que j'adore. On a fait une petite vidéo très sympa il y a très peu de temps. Et on va voir maintenant la cohérence de l'état, du kilométrage de la voiture par rapport à la patine générale. Le premier élément le plus facile à distinguer, c'est la tranche du siège conducteur. Voir si ça a été énormément frotté, si la personne va porter des jeans avec, vous savez, des petites attaches et s'est jeté littéralement dans les sièges. En général, ça vous donnera une bonne indication déjà du niveau de soins qu'a reçu la voiture, mais aussi de son kilométrage et surtout du nombre de fois où la personne s'est installée, sortie, réinstallée, sortie, réinstallée. Ensuite, la pièce la plus évidente et là où vos mains vont passer le plus clair de leur temps, le volant. Là aussi encore, vérifiez bien la patine de celui-ci, s'il est totalement vitrifié, s'il est carrément brillant, totalement lisse, et que votre voiture a par exemple 150 000 km, c'est à peu près cohérent. En revanche, si la voiture n'affiche que 25 000 km au compteur et que le volant est complètement patiné, posez-vous des questions. Et puis aussi, regardez la globalité de l'intérieur, que ce soit les tapis, les pédales aussi, ça c'est très important. Les caoutchoucs de pédales, bien souvent, certains sont complètement broyés. Pareil, c'est aussi un signe d'utilisation excessive. Le tableau de bord, les cuirs arrière, etc. Petit élément aussi, faites attention, l'odeur de cigarette. Ne croyez jamais que celle-ci pourra partir. C'est très difficile à faire partir, quasiment impossible en fait. Donc si vous n'aimez pas l'odeur de la cigarette, vraiment n'achetez pas la voiture d'un fumeur. Ce process qui vous a été donné dans cette vidéo, c'est tout simplement le nôtre. Pendant 10 ans de Conseil Sport Automobile, plus de 1500 véhicules vendus, comme par exemple cette magnifique Audi TT-RS rouge dynamite, car les configurations originales, c'est notre truc. Dixit l'Audi R8 que vous avez vu dans cette vidéo, plus de 1500 véhicules vendus, livrés et tout autant de clients satisfaits. Pourquoi pas vous? N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à appeler Eric ou Kevin si vous avez des questions sur des véhicules en stock ou que vous désirez un véhicule particulier. D'ici là, prenez soin de vous et bonne route.